Ok, c'est parti pour le chapitre. Je suis en forme aujourd'hui, il y a personne en plus chez moi donc je peux parler fort. Je mets mes notes sur le côté et on va parler du chapitre 1084 qui était vraiment incroyable sa mère. Il y a plein de choses à dire, je sais de pas trop dériver, je suis trop excité de ce chapitre. Il était vraiment trop bien. On va vite fait parler de la page cover parce que il y a beaucoup de gens qui l'aiment, on comprend pourquoi. Moi aussi j'aime bien, pas mentir. Juste ce qui me fait rire sur la page cover c'est que du coup il a réuni tous les personnages de One Piece qui ont le même visage. On a Yamato, Nami, Vivi, Shirahoshi et Rebecca qui sont tous sur la même page. On les voit tous avec leur visage le même. Et en plus ils font tous la même tête. Tous un sourire comme ça. Ils sont tous le même visage. Ça me fume, voilà. Le chapitre du coup, il commence avec Sabo qui nique les gardes de l'armée royale, tout ça. Boum, il rencontre Bonnie. Bonnie, comme elle l'avait déjà dit, elle a rencontré Sabo. Elle lui dit, voilà, je me suis renseigné sur les révolutionnaires, tout ça. Je te confie Kuma. Et du coup, Sabo, il a récupéré les clés. Bonnie, elle fait confiance à Kuma, enfin, elle fait confiance à l'armée révolutionnaire, vu qu'elle s'est renseignée apparemment sur eux. En même temps, c'est normal, vu que son père, c'était public qui faisait partie de l'armée révolutionnaire avant qu'il soit corsaire. Du coup, elle s'est renseignée là-dessus. Ce que faisaient les révolutionnaires, ça l'intéressait. Elle avait confiance en eux. Là en plus elle rencontre Sabo, c'est un mec sympa. Elle les laisse s'occuper de Kuma. Donc c'est pour ça qu'elle elle était pas avec Kuma alors qu'elle était à la rêverie. Tu vois. C'était un peu bizarre. Mais maintenant on a l'explication pourquoi. Aussi, Sabo pareil, comme j'avais dit au chapitre d'avant, il a pris les clés et évidemment il a juste donné les clés, il s'est barré parce que sinon c'est bizarre qu'il était pas avec Kuma lui aussi. Par contre il y a un truc, j'ai un peu trouvé ça bizarre. Je sais pas si c'est une surinterprétation ce que je veux dire. Quand Sabo il fait ça, qu'il y a le corbeau de Karasu qui est à côté de sa main, moi j'ai l'impression que c'est pas le corbeau qui arrive comme ça à côté de lui, il fait oh non, parce que le premier qui parle dans la case, c'est Sabo. Sabo il dit Karasu et Karasu il répond oui. Donc en mode, moi j'ai l'impression vraiment que Sabo il fait ça et le corbeau il apparaît dans sa main. Et du coup, je surinterprète peut-être, mais pour moi, vu que du coup Karasu il a le fruit de la suie c'est quelque chose qui a mal cramé, et vu que Sabo il a le fruit des monts du feu, je me dis, est-ce que justement, ils ont pas un lien, Karasu et Sabo, où genre ils ont réussi à trouver une tactique entre eux, vu qu'ils sont potes, j'imagine. Ils ont trouvé une tactique en mode regarde Karasu, si je fais ça, je peux créer de la fumée. Du coup, est-ce que si je fais ça, tu peux faire apparaître un corbeau à partir de la sorte de fumée que je fais parce que je fais du feu, tu vois. Et Karasu, il a essayé, il a fait ah oui, en fait ça marche. Et du coup, maintenant, c'est de cette manière-là qu'ils peuvent communiquer entre eux quand ils sont loin. Sabo, il crée de la suie. Je sais pas comment il fait Karasu, mais il détecte qu'il y a de la suie quelque part. Il fait pop un corbeau à partir de la suie que Sabo il fait. Et boum, comme ça ils peuvent avoir un contact sans utiliser d'escargophone. Et donc sans avoir à se faire pister. Parce qu'on sait que le gouvernement mondial, ils peuvent pister les escargophones. Du coup, là ils peuvent communiquer sans se faire pister grâce au fruit des monts de Sabo. C'est comme ça que je vois la chose. Je sais pas si j'interprète un peu trop. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et si c'est ça, c'est vraiment stylé. Ça se trouve, c'est juste le corbeau, il est arrivé sur la page et Sabo il est en mode oh machin et je te raconte ce qui s'est passé. Si c'est ça, bon bah j'ai un peu le seum parce que je trouvais que c'était pas mal comme idée. Du coup bref, Sabo lui donne les clés à Karasu et après, enfin au corbeau de Karasu et il se casse. En tout cas, ce qu'on voit là, ça peut être une explication encore d'un des pouvoirs de Karasu qui c'est pas clair ses pouvoirs. Un Logia, un paramécien, on sait pas. Dans la petite discussion, une fois que Sabo il a monté Bonnie là, en haut du plafond là, il y a les soldats qui parlent et qui parlent d'une chambre fantôme. Il me semble pas que j'en ai déjà entendu ça avant. Sabo il va finir par arriver, par voir Cobra et être à côté de lui. Vu que là on voit que Sabo il a l'air d'être intéressé par cette chambre fantôme. Genre quand il dit chambre fantôme, Sabo il est en mode trois petits points, intéressé, en mode j'y vais, genre je vais aller à cette chambre fantôme. Parce que du coup la chambre fantôme, c'est la salle où Cobra et les 5 doyens y sont. Mais je me dis que si c'est ça, on aurait déjà eu cette information avant. Donc je sais pas trop. Est-ce que c'est autre chose? Je pense que c'est probablement autre chose, mais du coup, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Est-ce que c'est la pièce où il y a le chapeau géant? Parce que ça pourrait être un peu. Vu l'ambiance qu'il y avait cette pièce-là, c'était un peu une sorte de pièce un peu congelée. J'imagine qu'elle est bien cachée cette pièce, donc ça correspondrait avec chambre fantôme. En gros, une chambre qu'on voit pas, tu vois. Peut-être que c'est ça aussi, mais ça veut dire que si Sabo il a pu arriver là-bas, ça veut dire vraiment qu'il sait des dingueries. Il sait pas juste que Yimu existe, il sait sûrement peut-être le chapeau, etc. Enfin, si c'est de cette chambre qu'on parle, je suis intrigué par ça. Est-ce qu'on va voir au prochain chapitre ce que Sabo a trouvé dans cette chambre? Parce que c'est obligé qu'il va y aller. Ou est-ce que c'est juste la chambre de Cobra et du Gorosei? On se retrouve avec Cobra du coup devant le Gorosei. Enfin, on se retrouve avec cette scène. Putain de merde. Et du coup, bah, il commence à y aller comme je me disais bien. Il y va au culot et il lâche les infos qu'il a. Genre, déjà, il raconte premièrement genre la création du gouvernement mondial.
et l'installation du trône vacant et des épées, tout ça. Je veux pas réexpliquer ce que la création du gouvernement mondial, c'est dit dans le chapitre, puis c'était déjà dit avant, donc normalement tout le monde le sait maintenant. Comme certaines personnes l'avaient remarqué, qui avaient compté toutes les épées qu'il y avait à côté du trône vacant, il y en avait bien 19. Sachant qu'il y avait 20 royaumes, on faisait le lien facilement. Qu'il y avait un truc qui était du coup logique, c'était que la dernière épée, c'était celle de la famille Nefertari, avec Alabasta, du royaume d'Alabasta, du coup qui n'a pas planté son épée, parce que eux, ils n'ont pas adhéré au concept de devenir dragon céleste ou je sais pas quoi. Enfin ça c'est ce qu'on pensait, parce que là, Cobra nous lâche une dingue. Attendez, avant que je continue sur ça, juste redire une petite anecdote. Il explique que du coup, les familles qui étaient sur les pays après la création du gouvernement mondial, il y a 800 ans, ont été transmutées sur Marie-Joa, et ils ont été considérés comme dragons célestes. C'était d'autres familles qui s'occupaient des royaumes, quoi. Vu que c'est d'autres familles qui le faisaient, on a déjà eu un exemple. Enfin, en fait, tout ça, je dis ça pour en revenir à une petite anecdote, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, nous, on a déjà cette information-là que Dressrosa était l'ancienne place où la famille Don Quixote était les rois. Il y a 800 ans, c'était la famille Don Quixote qui avait qui était roi de ce royaume, qui était du coup transmuté sur le Marie-Joa. Et quand Doflamingo il est venu choper Riku, c'est à ce moment-là qu'il lui explique. Il lui dit voilà, machin, je viens récupérer l'île avec laquelle, enfin l'île que mes ancêtres s'occupaient il y a 800 ans, machin. Je suis Don Quixote Doflamingo, machin. Ça on connaît ça. Bref, c'était juste pour faire le petit lien que peut-être certaines personnes avaient oublié. Et donc, je reviens sur ce que je disais avant, c'est que vu qu'il y avait 19 épées, nous on pensait que cette 19e épée, enfin cette 20e épée, n'était pas plantée parce que justement la famille Nefertari n'avait pas accepté que les Tenryubito soient créés, etc., que les 20 royaumes qui ont créé le gouvernement mondial deviennent des dieux aux yeux du peuple, etc. Mais en vérité, c'est pas tout à fait sûr maintenant, c'est peut-être l'inverse complet. Parce que un des rares persos du siècle oublié est nommé dans ce chapitre, parce qu'il faut s'en rendre compte. Hein. Lili Nefertari est un vraiment du cercle très très fermé des personnages dont on connaît leur nom, alors qu'ils faisaient partie enfin, peut-être qu'ils faisaient pas partie du siècle oublié. Enfin, si, normalement si. Elle était là à la création du gouvernement mondial. Donc elle était là il y a 800 ans. Mais elle est pas née il y a 800 ans. Elle est née peut-être 20 ans avant, ou 30 ans, 40 ans avant. Je sais pas quel âge elle avait. Du coup, elle était présente pendant le siècle oublié. Donc c'est un des personnages qui a eu une importance, qui était présente pendant le siècle oublié. C'est cette personne, Lili Nefertari. Et il y en a très peu des personnages qu'on connaît, qui sont nommés pendant le siècle oublié. On connaît juste du Joy Boy. Je vais sûrement en oublier parce que là je suis juste de tête. On connaît Joy Boy, mais encore ça, on ne sait pas si c'est vraiment son nom, son prénom, ou c'est juste un titre. Même on pense plus que c'est un titre maintenant. Il y avait Joy Boy, il y avait Toki, on sait qu'elle vient d'il y a 800 ans, donc pareil, elle aussi. Et je crois que c'est tout, hein, Lili Nefertari. Et est-ce qu'on connaît quelqu'un d'autre de factuel? On n'en connaît pas d'autres, parce que oui, évidemment, peut-être que Imu, elle était présente. Après, est-ce que Imu, elle était présente parce que c'était justement Lily? On en reviendra. Mais est-ce que Imu, du coup, elle faisait partie du siècle oublié? Sûrement. Mais moi, je pense que c'est Lily. Est-ce qu'il y avait d'autres personnages? Je me souviens plus. Hein. Je crois pas qu'on ait d'autres personnages nommés du siècle oublié, mais je crois qu'on a que ces trois personnages-là. Lily Nefertari, maintenant qu'on a comme nom, Toki et Joy Boy. Et c'est tout. Après, on sait qu'il y avait une princesse sirène à l'époque. Voilà, on sait bien, mais c'est pas un nom, tu vois. On n'a pas le nom. Moi, je parle de personnages et on a leur nom. Et donc là, ça fait partie des rares persos qu'on connaît leur nom. C'est incroyable. On avance. Et donc Cobra a pu, parce que moi, je me posais la question. Au chapitre d'avant, je me disais, mais comment Cobra? Parce que là, quand il va dans cette salle, je me disais, il va forcément leur lâcher des dingueries, et c'est pour ça qu'ils vont le tuer. Mais comment il a pu connaître des dingueries? Parce que Clover, par exemple, il a pu connaître des dingueries, parce que lui, il lisait les poneglyphes, il avait beaucoup de livres, etc. Ça, on le savait. Du coup, il a pu faire sa petite théorie, et après, il l'a dit en face du Gorosei,
et ils étaient pas contents, ils l'ont buté. Cobra, on sait qu'il avait un poneglyphe sur Alabasta, mais il pouvait pas le lire. Alors, il me semble que Robin, à un moment, elle lâche un petit truc en mode c'est de ça que parle le poneglyphe, mais je sais plus si elle le dit devant Cobra. Je crois même pas, mais bref, le poneglyphe d'Alabasta, c'est juste qu'il indiquait il y avait Pluton sur. Non, il indiquait Pluton ou il a indiqué Poséidon. Je sais même plus, je crois qu'il indiquait Pluton, le poneglyphe d'Alabasta. Mais du coup, ce poneglyphe ne donnait pas vraiment d'informations. Et dans tous les cas, Cobra ne pouvait pas vraiment l'analyser une fois que Robin était parti. Donc il y avait forcément un truc qui faisait que Cobra, s'il voulait connaître des informations, c'était par le biais d'autres choses. Et évidemment, quand t'es roi, tu sais des choses, surtout quand t'es le roi d'un royaume aussi important qu'Alabasta, parce que c'est le seul royaume, Alabasta, c'est le seul royaume au monde qui a les connaissances, enfin qui a vécu les trucs du gouvernement mondial sans avoir une nouvelle lignée qui a pris le contrôle. Donc forcément, la lignée, elle a pu se transmettre des choses en secret ou je ne sais quoi. Et là, justement, on apprend qu'il avait des textes qu'il a pu lire, et il a pu s'informer, et du coup, c'est pour ça qu'il a pu se faire une petite théorie, et j'imagine qu'il sent qu'il y a une douille. Et à la fin du coup du chapitre, vu que quand il voit Imu, on comprend qu'il a c'est peut-être sa théorie ou ses idées, il avait vu juste, ou en tout cas, il était allé dans la bonne direction. J'imagine pas qu'il s'imaginait que Imu existait à ce point, mais il sentait qu'il y avait une petite couille dans le pâté, quoi. Et grâce à ces textes, il a pu notamment, grâce à une sorte de lettre, parce que dans ces textes, la fameuse Lily Nefertari, il la connaissait, n'a jamais été mentionnée comme étant une personne qui était rentrée au pays. Donc une fois que le gouvernement mondial a été rentré, enfin il a été créé, Lily Nefertari, elle n'est plus dans aucun texte de toute l'histoire d'Alabasta. Et c'est là où pour lui il y a un truc qui cloche. Et à ce moment-là, je vais pas mentir, à ce moment-là, une fois que j'ai lu ça, que son nom n'était pas mentionné une seule fois dans l'histoire, moi j'ai pensé direct à Imu égale Lily. Alors je sais pas, mais j'ai l'impression que j'ai essayé de pas trop regarder de vidéos de personnes qui parlent de One Piece parce que j'aime bien justement faire ma vidéo. Évidemment, j'ai vu quelques trucs, mais pas beaucoup. J'essaie de faire ma vidéo avec ce que je pense et ce que je sais sans m'influencer. Même si je me fais influencer, dans tous les cas, je le dis si ça vient pas de moi. J'ai l'impression qu'il y a quelques personnes qui le pensent aussi, que Lily égale Imu. Quand je l'ai lu, évidemment, j'étais en mode mais non, genre pour moi c'était sûr. Évidemment, comme toutes les informations où je suis sûr au début, après j'y réfléchis et je pense, imagine c'est pas ça. Et du coup je me dis, est-ce que Imu et Lily du coup seraient deux personnes complètement différentes. Mais le lien pour moi s'est fait directement dans ma tête et je me suis dit mais c'est du putain de génie. C'est du génie de se dire qu'en fait peut-être que le fameux royaume qui est dans l'histoire, en fait c'est ça, genre pour moi ça y a pas mieux que ça en fait. Le gouvernement mondial, en créant le gouvernement mondial il y a 800 ans, leur but, ça a été de effacer l'histoire. C'est pour ça qu'ils ont créé le siècle oublié. Ils ont voulu changer les événements qui sont passés dans le monde à ce moment-là. Et faire tout oublier. Quelle est la meilleure façon, quelle serait pas justement la plus grande surprise de se dire qu'en fait, une des plus grosses infos qu'on avait, en fait, elle était fausse. Parce que justement, ils ont effacé et réécrit l'histoire. C'est-à-dire que l'information de se dire que Nefertari, la famille Nefertari, est la seule famille qui en fait n'avait pas accepté d'aller sur Marie-Joie, en fait c'est pas vrai. C'est pas qu'elle a pas accepté justement, c'est que cette famille là c'est la seule qui justement est devenue elle a réussi à se cacher. La reine à ce moment-là, la reine de ce pays, Lily Nefertari, a réussi à faire sa petite fourberie pour devenir roi du monde sans que personne le sache et d'effacer tout de l'histoire et de faire passer son acte. Enfin, en gros, elle s'est effacée de l'histoire et de faire passer son swap comme juste elle disparaît et en fait, oh regardez, c'est juste ma famille. Elle a refusé je vais faire passer je vais faire passer ça comme ma famille a refusé d'aller sur Marie-Joie. Et en fait, oh regardez, mon, mon royaume, il est tout gentil, tout noble, il a refusé d'aller sur Marie-Joie. Alors que non, c'est complètement l'inverse. C'est la reine de ce pays qui a décidé de devenir roi du monde sans que personne ne le sache. Et rien que cette idée-là me fait dire qu'en fait c'est incroyable et il me semble que j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai l'impression que personne n'avait jamais fait ce lien.
de se dire que le roi ou la reine d'Alabasta de l'époque, en fait, c'est peut-être pas la personne qu'on pensait. On pensait tous que c'est peut-être une personne noble, mais en fait, elle a fait juste ça dans ses propres intérêts, ça se trouve. Et je trouve ça incroyable de se dire justement que ils ont effacé l'histoire et la plus grande info qu'on avait de ça, mais en fait, c'était une info fausse. Je trouve ça incroyable. Si jamais c'est ça. C'est pour ça que j'ai tout de suite j'ai réfléchi en mode putain c'est du génie, c'est du génie bordel. Pas juste après, on voit Imu, première fois du chapitre, c'est à ce moment-là qu'on la voit, où on la voit en fait écouter, parce qu'évidemment quand le Gorosei parle, j'imagine que Imu à chaque fois elle est là pour écouter ce qui se dit dans la conférence, dans l'audience, parce que au final c'est elle qui fait la décision à chaque fois j'imagine. Enfin, là, je me rends compte depuis tout à l'heure, je dis elle et qu'il y a beaucoup de gens, peut-être qu'ils disent il, parce qu'évidemment, personne ne dit il, elle, enfin, on ne sait pas qui est cette personne. Mais moi, j'ai toujours dit elle parce que je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que c'est une femme, je sais pas pourquoi. Et, et en plus, là, ce chapitre me fait dire encore plus que c'est une femme, parce que moi, même après avoir réfléchi à peut-être que c'est pas possible que Imu et Lily soient deux personnes différentes, enfin, c'est possible que ce soit deux personnes différentes, etc. Euh, je pense quand même que Imu égale Lily, du coup, je ferai partie des gens qui pensent que Imu égale Lily jusqu'à preuve du contraire. Du coup, bah, dire elle, c'est encore plus naturel maintenant pour moi. Bref, on la voit justement écouter. Et il y a justement ça, c'est un des trucs que j'ai vu sur Twitter. J'ai vu des gens dire ouais, en fait, Imu elle est hyper petite. Et c'est vrai qu'elle paraît petite. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait vu le chapeau si géant. Mais en vrai, on avait déjà vu d'autres images où il y avait une épée à côté d'elle, il y avait un mec qui était à genoux devant elle, et ça paraissait pas choquant. Même là, en vrai, ça me paraît pas si choquant que ça. Le pupitre il est grand, il y a un escargophone et tout. Bon, en vrai, le trône il a l'air énorme, donc évidemment qu'à la fin du chapitre elle est toute petite dans le trône, mais est-ce que c'est pas logique? Un trône c'est toujours gigantesque, surtout que celui-là, c'est le trône du monde, tu vois. Donc ça me paraît pas choquant de me dire qu'elle est petite par rapport au trône. Donc moi je trouve pas ça si flagrant que ça, mais j'avoue que j'aimerais pas que ça soit un personnage quand on aura le reveal de son visage ou quoi, j'aimerais pas que ce soit un personnage gaguesque ou genre qui est tout petit, tout mignon, j'ai pas envie de ça. Euh, En tout cas pour l'instant j'adore l'ambiance que me donne Im comme un personnage genre froid, mystérieux de fou, et genre mais tout calme en même temps, tu vois, enfin, tout calme, mais genre qui a l'air de prendre des décisions, mais genre en mode je suis tout calme, mais genre hyper froid, et boum, je détruis une île, tu vois. C'est. Je sais pas, j'adore ça. Cobra fait. Enfin, fait une phrase qu'on n'a pas entendue depuis longtemps, qui est la signification du dit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça dans le manga. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du dit. Évidemment, Oda pouvait pas s'en empêcher de nous parler du dit et ensuite il cut ce bâtard. Parce que évidemment, du coup, le Gorosei ils sont en mode pourquoi cette question? Et du coup, il parle qu'il y avait une lettre sur la signification du dit, enfin, qui lui a fait poser cette question, qui a été laissée par Lily, du coup, et transmise de génération en génération, euh, de royauté, enfin, elle a été transmise de génération en génération sur la royauté de Alabasta, donc des Nefertari. De quoi parle cette lettre? Est-ce que c'est bien Lily Nefertari? On parle bien de Lily Nefertari, parce qu'il y a marqué que c'est qu'une courte lettre rédigée par la reine. La reine, on est bien d'accord qu'on parle de la reine, c'est Lily. Hein. Donc ça veut dire que c'est Lily qui a écrit cette lettre. Donc là, c'est un des facteurs qui pourrait faire dire que Lily n'est pas Imu. Parce que si Lily est Imu, pourquoi elle aurait rédigé une lettre qu'elle a fait qu'elle a fait transmettre tout au long de la royauté d'Alabasta sur un potentiel indice ou une pensée sur le dit ou je ne sais quoi, qui du coup fait poser cette question à Cobra. Pourquoi, tu vois? Donc ça, c'est un des points qui pourrait faire en sorte que Lily n'est pas Imo. Euh, mais après, ça peut être totalement autre chose, et, et du coup, c'est intéressant. Mais bref, Cobra se pose cette question, c'est à la lettre, et je suis impatient de savoir de quoi parle cette lettre. Mais ça, on le saura, j'imagine, dans très longtemps. Ce bâtard de Oda, il fait un cut sur Shirahoshi. Au début, j'étais en mode putain, non, mais pourquoi on cut maintenant?
Mais en vrai, ça me va parce que là, c'est que sur Shirahoshi. Bon, elle se fait encore embarquer. Mais Fukaboshi, Mamboshi, Ryuboshi, les putains de goats ils sont là pour la libérer. Et eux, ils allaient. Parce que Shirahoshi, elle allait se faire encore enlever par San Carlos et Saint Roswald. Et du coup, ses frères, à l'instar de leur père, Neptune, qui était prêt à attaquer San Carlos la dernière fois. Là, ils étaient prêts à attaquer San Carlos. Qu'est-ce que j'aime quand des personnages sont prêts à attaquer des Tenryubito, surtout ce connard de San Carlos. J'adore ça. Ça m'excite trop. Et du coup là, ils étaient prêts à l'attaquer. Mamboshi, Ryuboshi, Fukaboshi, respect à vous. Malheureusement, ils ont été stoppés par Kuma une première fois, puis après par Myosgard après. Mais, oh là 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 là, il y a bien deux personnages qui sont allés jusqu'au bout. C'est Sai et Léo, bordel de merde. Eux qui sont allés jusqu'au bout et qui ont tapé un Tenryubito, bordel. Enfin, qui l'ont pas tapé, ils l'ont atomisé, ils l'ont aplati comme une crêpe. Et donc c'est ça la fameuse tentative de meurtre sur un Tenryubito, d'où le titre. J'ai oublié de dire le titre au début du chapitre. Mais on s'en fout. Parce que j'y reviens dans tous les cas maintenant, c'est cool. Et c'est aussi sûrement de là que vient la fameuse info qu'on avait eue, je crois que c'est pareil, c'est dans le chapitre 956, Big News, où Morgan se parlait d'une tentative de meurtre qui avait eu lieu à la rêverie. Il n'avait pas dit c'était sur qui la tentative de meurtre. Mais là par contre, je suis désolé, mais Oda, le mec il est aplati, genre. Il est mort. Je suis désolé, il est mort. Je refuse. Comment ça une tentative? C'est pas une tentative là, c'est un meurtre. Ils l'ont explosé le mec là. Mais giga respect à Sai et Léo. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi genre à chaque fois qu'il y a un personnage qui est prêt déjà à s'attaquer à un Tenryubito, je suis trop heureux. Mais en plus qu'il le fait, genre il y avait que Luffy qui l'avait fait et Myosgard. Mais Myosgard c'était un Tenryubito du coup. Ça avait moins d'impact. Mais là, ça y est Léo, mais il rejoint, enfin à jamais dans mon cœur, je m'en souviendrai toujours genre, de ça. Ça y est Léo qui explose un Tenryubito comme ça. C'est abusé comme acte en vrai. C'est abusé et eux ils l'ont fait. Et ils l'ont fait vraiment parce que évidemment j'ai un grand respect pour Zoro, pour Neptune, Fukaboshi, Mamboshi, Ryuboshi, qui eux, on l'avait déjà vu, même Zoro à Shabondi c'est pareil, Neptune aussi. La dernière fois à la rêverie, ils étaient prêts à attaquer un Tenryubito. Ils étaient prêts à le faire, mais ils ont été stoppés. Du coup, voilà. En mode, voilà, respect à vous, mais ça n'a pas été montré, ça n'a pas été fait jusqu'au bout. Là, Sai, Léo, Luffy, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Oh là là, ça régale de fou. Mais vraiment, je m'en souviendrai toujours, genre. C'est juste incroyable. C'est la flotte qui fait ça, quoi. Est-ce que du coup, c'est de là que vient la fameuse phrase que la flotte de Luffy va faire un truc qui va impacter le monde? Est-ce que c'est ça? Parce que c'est un peu vrai, tu vois. Là, c'est notamment pour ça, parce que Myosgard, justement, il autorise Sai et Léo à attaquer San Carlos parce que c'est des pirates et que si jamais il y a un problème, eux, ils peuvent se casser et devenir des criminels. Alors que Fukaboshi et tout ça, s'ils attaquent un Tenryubito, même s'ils ont l'autorisation de Myosgard, ça peut leur foutre des gros problèmes, sachant qu'ils font partie de la royauté. Là, au moins, eux, ils peuvent y aller à fond. Est-ce qu'il y a des répercussions? Parce que, vu que Myosgard il a adhéré à ça, c'est un Tenryubito, Myosgard, on avait vu que lui, il a rien eu de problème, il n'y a rien eu de problématique sur le fait qu'il explose la tête de San Carlos la dernière fois. Donc, est-ce qu'il y aura des répercussions? Normalement, c'est amiral direct. Le problème, c'est que là, il y a deux amiraux qui sont déjà sur Marijoa. Donc, est-ce que les amiraux, prochain chapitre, on va voir qu'ils vont s'attaquer à Sai et Léo? C'est peut-être probable. Mais après, Myosgard, il a accepté. Donc, si Myosgard, il leur dit en face, non, vous attaquez pas à Sai et Léo, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, je rêve qu'il meure. Je rêve qu'il soit mort, là, San Carlos. Mais je sais pas pourquoi. Je sais qu'il est pas mort, ce connard. Je sais qu'il est pas mort, alors que c'est une putain de crêpe. Parce que juste le titre du chapitre c'est tentative. Tentative. Pourquoi tentative? Il est mort là, c'est pas possible. Bref, juste après, il y a Morley du coup qui récupère Kuma et Karasu qui vient donner les clés.
Du coup, ils se cassent avec Kuma. C'est donc comme ça qu'ils ont récupéré Kuma. Et on a, du coup, c'est sur cette dernière page où on revient sur Imu qui monte les marches. Le Gorosei est choqué. Ils sont en mode wow, 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 wow. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous montrez devant Cobra? Évidemment, je pense qu'à ce moment-là, en fait, elle écoutait la conversation. Elle s'est dit ok, dans tous les cas, je vais le tuer. Donc, autant que je me montre devant Cobra. Comme ça, voilà, je veux dire, bien joué. T'as réussi à comprendre un truc que peu de gens ont compris. En même temps, bon, qui pouvait comprendre ça à part lui? Enfin, c'était la seule personne peut-être qui pouvait comprendre ça, parce que c'était le mec le mieux placé, genre un des créateurs une des familles créatrices du gouvernement mondial, qui en plus de ça est peut-être justement la famille traître, d'où vient Lily, qui est Imu. Peut-être que du coup c'est pour ça que Cobra était la personne qui pouvait savoir ça. Bah du coup elle s'est dit, je vais me montrer devant Cobra et bien joué à toi, mais maintenant c'est ton, enfin c'est au revoir quoi, Salabada. Après elle dit Lily, et moi quand j'ai descendu la page j'étais en mode, elle va dire Lily c'est moi, genre en mode Lily c'est moi, ou je pensais qu'elle allait dire genre Lily, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce nom avec lequel on m'appelait il y a longtemps, tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas entendu mon vieux nom, ou ça fait longtemps qu'on m'a pas appelé comme ça. J'attendais à ce qu'elle dise un truc comme ça. Bon, elle le dit pas. Peut-être que c'est au prochain chapitre qu'elle va continuer sa phrase. Parce qu'elle parle lentement, Lily. Imu. Mais bref, moi je pense que Lily égale Imu. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, oui, Lily peut ne pas être Imu. Mais si Lily n'est pas Imu, bah ça veut dire que Lily a disparu suite à ce qui s'est passé euh, après la création du gouvernement mondial. Peut-être qu'elle s'est révoltée et elle a reçu les conséquences de quelqu'un qui était probablement Imu. Mais du coup, Imu, à ce moment-là, il y a 800 ans, c'était qui Imu? Parce que je suis persuadé, c'est obligé que Imu, qu'on a là à ce moment-là dans ce chapitre, c'est la même personne qui était là il y a 800 ans. Elle était là à ce moment-là. C'est obligé que Imu était là il y a 800 ans. J'arriverai pas à comprendre que, genre, je sais pas, genre, Imu, ce personnage qu'on voit là, il a 20 ans, il a 20 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, je sais rien, et qu'il est pas vieux, et en fait, c'est juste un, un titre qui se passe de famille en famille, genre hop, un nouveau, ils font un enfant, et puis l'enfant il récupère la place de rôle du monde. Voilà, personne ne croit à ça. Le personnage qu'on voit là, il est immortel, ça fait 800 ans qu'il existe, c'est obligé, et du coup, ça veut dire que Imu à ce moment-là, il y a 800 ans existait, elle a puni Nefertari, ça se trouve elle l'a tué, c'est pour ça qu'elle est jamais revenue sur Alabasta. Euh, mais après, du coup, ça veut dire qu'on est encore sur qui est Imu. Bon, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas d'informations sur qui est Imu. Euh, Moi, dans tous les cas, en vrai de vrai, peu importe qui ça va être, Imu, que ce soit Lily, que ce soit pas Lily, que ce soit Rox Dixebek, même si j'y crois pas, mais il y a des gens qui peuvent penser ça des fois, que ce soit je sais pas qui, que ce soit la mère nature, que ce soit la déesse de la mer ou je ne sais quoi, comme il y a plein de théories comme ça, peu importe qui c'est. Dans tous les cas, moi, j'adore ce personnage actuellement. Genre, je sais pas, il est froid, comme j'ai dit. Je sais même plus si je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, mais le personnage, il inspire un truc que, je sais pas, genre, ça, ça te donne des frissons quand tu lis One Piece, quand tu vois Imu, genre. Cette silhouette-là, avec sa petite couronne, tête chelou, là, des yeux bien perçants comme ça. Je sais pas, ça donne des frissons de voir ça. Et donc, du coup, ça donne trop envie de savoir qui c'est, tu vois. Après, peut-être qu'on va pas. Enfin, je pense pas qu'on sera déçu, mais ça se trouve, ça sera pas le truc qu'on pense être un truc de fou, je sais pas, tu vois. Même si c'est Lily, de toute façon, moi, je suis trop content. Je trouve ça, comme j'ai dit, j'ai expliqué pourquoi pour moi c'est du génie, si c'est Lily. Donc, donc voilà. Mais si c'est pas Lily, et que c'est un autre personnage, un nouveau personnage, ou je sais pas quoi, en tout cas, je serais content et je fais confiance à Oda. D'ailleurs, si c'est Lily, il y aura forcément une explication de pourquoi Lily est devenue, enfin, a décidé de devenir roi du monde, comment elle a fait, etc. Et là, dans tous les cas, je fais confiance à Oda, il va gérer, il va faire son truc, il va faire son flashback du siècle oublié. On sait que ça va être le meilleur flashback du manga. On sait, de toute façon, on sait ce qui va se passer. Mais voilà, je suis trop content de ce personnage-là. J'adore essayer de comprendre ce personnage, d'essayer de deviner qui c'est, tout ça. Là, on a des petits indices, j'adore ça. Voilà, je sais pas. Et ce chapitre était fou. Ce chapitre très fou. Et la suite, bah, déjà on a une pause, ça fout le seum. Mais bon, voilà,
pause comme d'hab quoi. Mais ça va reprendre, et si ça reprend directement sur ça, mais c'est incroyable. Genre, je ne demande que ça, qu'on reparte sur, encore une fois, comme d'hab, je veux qu'on reste sur la rêverie, s'il vous plaît. Je sais plus combien c'était de chapitres, la rêverie, quand on était en 2018, je crois, ou 2019, je sais plus quand c'était, je crois que c'était en 2018, les chapitres de la rêverie. Ça a duré 5 ou 6 chapitres, un truc comme ça. Mais c'était genre, ça retourne à Internet à l'époque. Et c'était tellement genre frais de voir ça, que j'ai l'impression de revivre ça, et ça me rend trop heureux. Ça me rend trop heureux. J'adore voir ça. Genre dès qu'on est sur les rois qui se réunissent, qui parlent du monde, ou qui font de la merde, ou je sais pas quoi, et du coup ça crée des conflits, et en plus on apprend des mystères, on apprend de plus en plus, etc. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Et j'en veux plus. Bref, c'est la fin de la vidéo. On se revoit pour les prochains chapitres. Mettez des likes, dites-moi ce que vous pensez de ce que j'ai dit dans les commentaires. Pour vous, c'est qui Imu? Est-ce que c'est Lily? Est-ce que c'est pas Lily? Pourquoi c'est Lily? Pourquoi c'est pas Lily? Est-ce que vous avez une autre idée de qu'est-ce que ça peut être? Parce que oui, j'en ai déjà entendu des trucs sur qui est Imu, mais est-ce que vous avez une autre idée novatrice? Je sais pas. On se souvient jamais de Sai et Léo. Respect à Fukaboshi, Mamboshi, Ryuboshi. A plus.